Bonjour à tous. Bonjour. Heureux de vous retrouver dans ce haut lieu de l'API. Aujourd'hui, on a une chance extraordinaire, c'est que on a quelque part une sorte de dinosaure de l'API, puisque la Caisse des dépôts, c'est pour nous un des clients qui a le premier fait le pas de l'API, de la réflexion autour de l'API produit. Donc Jean-Noël, je vais le laisser se présenter. Moi, je suis Emmanuel Métivier. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis catalyste chez Axway. C'est-à-dire qu'en fait, je m'occupe de la partie conseil en transformation digitale pour nos clients. Axway étant, comme vous le savez bien, enfin vous pourrez venir nous voir au stand, premier stand à droite, le premier éditeur français de solutions d'intégration au sens large, donc forcément API, MCP et tout ce dont vous allez entendre parler aujourd'hui. Jean-Noël, est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques minutes en tant que dinosaure? Merci Emmanuel. Et donc Jean-Noël Vera, je me présente Product Owner du produit APIM de la Caisse des dépôts. Donc je gère en particulier tout ce qui est plateforme d'API Management de la Caisse des dépôts. Donc la Caisse des dépôts, on est une entreprise publique particulière. On a une longue histoire centrée sur l'intérêt général. C'est notre ADN depuis notre création en 1815. Et donc, depuis... Et donc, tu fais des API depuis 1815? Quasiment, voilà. Et voilà, on a tout un tas d'activités autour de la banque, autour de la finance, autour des politiques sociales. Notamment, je pense que beaucoup ici connaissent la plateforme Mon Compte Formation pour la formation professionnelle. Il y a la gestion des retraites des fonctionnaires. Donc, il y a énormément de contextes qui s'agrègent. Et c'est vraiment passionnant. Merci Jean-Noël. Alors, comment va se dérouler cette conférence? On va vous faire travailler. On va vous faire gagner des super cadeaux. Donc, en fait, on va présenter le retour d'expérience. On va pas forcément utiliser les buzzwords. Nous, ce dont on va parler avec Jean-Noël aujourd'hui, c'est d'un véritable retour d'expérience sur comment on construit une API, comment on s'organise autour de ces productions d'API produits, comment on les expose, comment on engage l'écosystème, comment on engage l'écosystème de développeurs et de clients. Donc, vous attendez pas forcément à trouver tous les buzzwords, même si on peut vous les sortir, mais en attendant, vous allez avoir un vrai retour d'expérience très concret. Et on va vous faire interagir à travers ce dont vous avez l'habitude, un petit QR code que vous aurez à scanner, et on va vous poser 4 questions durant cette conférence. Et les 4 premiers à répondre correctement les 3 premiers, à répondre correctement à ces questions remporteront un lot. Alors je crois que Nathanaël nous a réservé des petits AirPods pour les gagnants. Donc soyez attentifs. Et puis je vais vous laisser peut-être scanner le QR code. Nat, je ne sais pas si tu l'as envoyé déjà. Oui, voilà. Donc scannez le QR code. Je vous laisse le temps de le scanner, parce qu'après derrière, il va nous servir durant tout le long de la conférence. En plus, sur votre téléphone, vous pourrez voir en direct l'avancée des slides. Si tout le monde a scanné le QR code, enfin s'il y en a qui n'ont pas réussi à le scanner, dites-le moi, parce que je m'arrêterai là. Non, c'est bon? C'est bon pour tout le monde? Dans 10 secondes, je lance la première question pour se faire la main et voir que le QR code fonctionne bien. C'est bon, je vois plein de pouces bleus, donc c'est top. Allez, on va lancer la première question. Cette question, elle compte pas vraiment, c'est vraiment pour se faire la main et pour voir que le H-Slide fonctionne bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont aujourd'hui les priorités numéro 1 des entreprises dans les stratégies API, puisqu'on va parler de ça dans quelques instants avec Jean-Noël. Nous, ça nous permettra de nous chauffer. Alors, j'ai pas l'impression que ça fonctionne si bien que ça, si. Ah si, 19, 20, 21, 22... On voit le petit compteur qui défile sur le nombre de réponses. 2, 1. Et donc, il y en a 10 qui n'ont pas eu le temps de répondre sur les 47 joueurs. Et on a un nuage de mots qu'on n'a même pas pu voir. Nathanaël, si tu peux nous remontrer le nuage de mots, ce serait top. On est reparti pour 17 secondes. Désolé. Ça, on n'avait pas prévu, hein. C'est du synchrone au moins. Ouais, exactement. Alors, est-ce qu'on a une réponse avec le nuage de mots? Le temps est écoulé. Oh là. Alors, sécurité, conformité,
Ça tombe bien, je crois, c'est ce dont on va parler le plus. Innovation produit aussi, réduction des coûts. Bon, on voit qu'effectivement la sécurité et la conformité, c'est quelque chose qui est prégnant dans la réflexion autour de l'APIsation des systèmes d'information. Au côté ICDC, Jean-Noël, comment toi tu arrives au quotidien à associer ces contraintes réglementaires qui pèsent pas seulement sur la Caisse des dépôts, hein, sur tout le système bancaire, sur tout le système au sens large financier, avec cette nécessité de continuer à innover et de continuer à apporter de la valeur à tes clients. Comment tu arrives à gérer les deux? Alors, c'est en tant que PO de mon produit, le principe cardinal, c'est d'apporter, déjà de m'assurer de la valeur de mon produit, d'être toujours de développer la raison d'être de ce produit avant toute chose. Donc, si je résume vraiment les deux thématiques, c'est quoi mon travail? C'est d'aider à des applications des clients à exposer des API et d'autres applications, d'autres clients à les consommer. Donc, deux services fondamentaux. À partir de là, on a pu développer tout un écosystème de produits de fonctionnalités autour de l'API management. OK. Quels sont les trois vecteurs d'apport de valeur? Donc, tu les as dit, Emmanuel. Il y a la partie innovation, la partie conformité et réglementation et la partie sécurité. Donc, c'est vraiment les trois mamelles, les trois axes où je vais développer la valeur de mon produit. Et qui sont a priori un petit peu antinomiques. C'est ça. Qui dit sécurité, dit renforcement des contrôles. Dans l'innovation, on va plutôt chercher la fluidité. Et la partie réglementation, c'est un cadre assez strict. Donc Et en plus, dans la façon dont on apporte justement ces nouvelles évolutions, on peut dire que on porte l'équipe APIM, on porte la partie sécurité, la partie innovation avec les nouveaux usages, de la veille techno, etc. Tandis que la partie réglementation est plutôt apportée par nos clients. Donc la banque va apporter les évolutions en matière de réglementation bancaire, les politiques sociales en matière de RGPD. Donc il y a tout ça qui apporte et qui complexifie, nous, notre produit. Donc, voilà. Et tout ça, à mon avis, ça va très vite amener, alors moi, ce que j'ai l'habitude d'appeler le e-bordel, c'est-à-dire l'entropie dans ton système d'information. Donc, si on parle un petit peu je sais pas, d'organisation de tout ce trafic qui se passe dans le système d'information, je vais être amené à vous poser la première question. Vous avez souvent entendu parler de trafic nord-sud, est-ouest dans les systèmes d'information, dans l'ingénierie des systèmes d'information, dans les architectures. Et donc, la première question qui va se poser à vous, c'est quand on parle de trafic nord-sud en architecture réseau ou architecture applicative, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Donc, vous avez 4 possibilités. Hein. Les transferts entre les services d'un même LAN, les services internes avec la communication via un proxy à l'extérieur, quand les développeurs se parlent en marchant du nord au sud, pour le trafic nord-sud, ou quand il fait froid au data center. Donc qui est le premier qui va répondre correctement? Communication avec l'extérieur via une API Gateway. Bon, on peut dire qu'ils ont bien appris leur leçon. Ouais, c'est ça. Maintenant, est-ce qu'ils ont été assez rapides pour répondre? Ah bah voilà, Younes. Ah non, pardon, c'est Ludovic qui prend la tête avec 146 points. Ensuite Youssef, ensuite Robin. Donc, est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus, ce trafic nord-sud, est-ouest, l'organisation du système d'information, le e-bordel Alors effectivement, comme je vous en ai parlé juste avant, on adresse énormément de problématiques différentes. Les problématiques de la banque, ça ne va pas être les mêmes que côté mon compte formation ou que la gestion des fonds issus du livret A.
on adresse évidemment dans notre SI interne des problématiques. On a énormément de partenaires. Là, je vois par exemple France Travail. On a énormément avec BPCE, il y en a énormément de partenaires, plein d'échanges. Et les échanges sont très complexes. Et moi, en tant que PO, donc comme je vous l'ai dit, et je le répète, mon but, c'est d'apporter de la valeur à mon produit. Et j'ai la conviction qu'il faut qu'il soit simple. Simple sur 2 critères. Simple d'usage pour mes clients, les développeurs, les tech leads, etc., qui utilisent mon produit, et simple dans la compréhension. Donc, je vais faire un petit détour. Je vais vous amener en voyage à 8000 km de là. Donc, j'étais il y a quelques semaines en voyage dans une région proche du Tibet. Et j'ai visité un musée de la culture tibétaine. Et là, j'ai vu une œuvre extraordinaire, un tanka. Un tanka, il faut imaginer un tapis incroyable, 3 mètres de haut, 700 mètres de long. 400 artistes pendant 40 ans ont travaillé dessus pour réaliser cette œuvre. Et presque le musée a été construit autour de cette œuvre. Et ça représente donc l'histoire du monde par la vision tibétaine. Et le tanka, c'est une série de mandalas qui en séquence, pendant 700 mètres. On met plusieurs heures à venir au bout. Mais ce qui est intéressant, c'est cette vision de mandala qui m'a vraiment frappé. Un mandala, c'est une façon de cartographier, de symboliser, de simplifier une situation donnée. Et c'est l'ensemble de ces mandalas qui fait passer du statique au dynamique. Donc en revenant en France, j'ai été confronté notamment avec les architectes, comment réussir à faire passer le message, comment labelliser le trafic nord-sud-est-ouest. Parce que ça, si j'arrive à avoir de la pédagogie là-dessus, ça va apporter de la valeur à mon produit, dans la simplification. Donc, un mandala, on voit son sens du premier coup d'œil. On n'a pas besoin de partir d'en haut à gauche, de lire de gauche à droite, de bas en haut, et de comprendre le sens à la fin d'un paragraphe. Le mandala, il frappe l'œil. On voit tout de suite ce qu'il y a au centre. C'est la chose la plus importante du SI, la chose la plus importante du mandala. Et ensuite, petit à petit, quand on s'éloigne du centre, on a d'abord la proximité immédiate, ensuite la périphérie, et après tout ce qu'il y a à l'extérieur, avec dans les 4 coins les menaces qui planent sur le trésor qu'il y a au centre du mandala. Et c'est un peu cette vision que j'ai du trafic nord-sud-est-ouest. Au centre, il y a les assets les plus précieux du SI, donc les bases de données, les microservices, etc. Voilà, avec la partie microservices. Et lorsqu'on change de zone, de l'intérieur à la périphérie, eh ben, on a un besoin de sécurité, on a un besoin de... Voilà, il y a un filtre qui s'opère, il y a des besoins de sécurité, d'authentification, etc. Et bien sûr, pour éviter que les menaces qui planent autour s'introduisent dans notre système. Et j'ai trouvé ça très intéressant là-dessus. Donc maintenant, ta cartographie de système d'information de la Caisse des dépôts est sous forme de mandala. Un peu, oui. Et est-ce que tu as demandé en termes de budget 300 personnes pendant 40 ans pour le faire? Je pense que le ROI, ça serait un peu compliqué. Enfin, je pense que c'est hyper intéressant parce que ça ressemble énormément à tout ce qu'on a l'habitude de faire au niveau des API, c'est-à-dire le stakeholder mapping, où effectivement au centre, on a le centre de l'entreprise et puis on a tout l'engagement de l'écosystème et on essaie de décrire tous les écosystèmes pour voir comment on va exposer intelligemment tous les produits digitaux. Et ces produits digitaux, on les expose en général à des développeurs. Alors pour l'instant, c'est des développeurs. C'est vrai que avec ce qu'on nous annonce et ces possibilités pour les agents d'IA de consommer directement des services,
les futurs développeurs sera peut-être des agents. Mais en attendant, et ça c'est des choses qu'il va falloir penser pour l'évolution de votre système d'information. C'est pour ça que nous, côté Axway, on essaye de mettre en place tout ce qui est standard, MCP et autres, mais ça suffira pas. En attendant, il faut engager des développeurs. La développeur expérience, c'est quelque chose qui est important. Et l'autonomisation de ces développeurs, c'est aussi quelque chose qui est encore plus important. Donc là, on va parler un petit peu de tout ce qui est mocking et on va vous poser une question pour vous, la salle. Le quiz, donc ça c'est la deuxième question, même si la troisième question, c'est la deuxième question qui compte pour les points. Quand on parle de développeur expérience, à quoi sert le mocking dans le cycle de vie d'une API? À vos iPhones, à vos smartphones, à vos Android, ce que vous voulez, pour nous répondre. Allez-y. Donc, est-ce que le mocking, ça sert à se moquer des anciens systèmes? Est-ce que ça sert à simuler toutes les interactions et questions-réponses des API dans un système virtuel, ralentir les tests ou créer des faux endpoints pour les pirates? Voilà, le temps est écoulé. Eh bien, écoutez, il y en a quand même il y en a trois qui se sont fait piéger. Alors, le classement se met à jour. C'est toujours Ludovic. Robin. Ah, il y a Hussein qui passe en 3e position. Voilà, donc ça change un petit peu. Donc, on vient de parler de tout ce qui est organisation du système d'information, les mandalas, l'interaction avec les développeurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment ça se passe le mocking? Vous avez mis en place des sandbox? Comment ça se passe côté caisse des dépôts? Alors le mocking, c'est un des axes justement sur lesquels on investit pour l'autonomie des développeurs. Donc Ouais. on est en phase pour élaborer ce qu'on appelle une plateforme de développement, donc à destination de nos clients. Nos clients, ça reste principalement les développeurs, les tech leads, donc potentiellement les agents de main, comme tu l'as dit. Et donc on s'intègre de la même façon dans ce qu'on appelle la développeur expérience. Donc le développeur, il va avoir tout un tas d'outils à disposition pour concevoir son API, son application. Et donc, on prend notre place. Et avant d'aller plus loin, j'ai une question à te poser, Emmanuel. Je vais organiser un dîner chez moi, donc tu es invité, sur le thème de l'autonomie. Donc les convives seront autonomes dans le choix de comment remplir leur assiette. Donc, à ton avis, qu'est-ce que je te prépare comme plat? Tu m'as un petit peu mis la réponse sur le tableau, vu qu'il y a une belle raclette où effectivement, je pense qu'on peut être assez autonome dans le choix de ces ingrédients, dans la manière de les cuire et de la manière de les manger. Tout à fait. Habituellement, voilà, quand j'invite des invités à la maison pour dîner, la composition de l'assiette est fixe en fait. Voilà, chaque assiette dit convive, chaque assiette c'est la même. La raclette, l'avantage c'est que tout est présenté, les pommes de terre, la charcuterie, les cornichons, les salades, etc. Donc moi je rajoute des brocolis et des patates douces. Et puis il y a différents types de fromages. Raclette nature, raclette au poivre. Et ce qui est assez fascinant quand on regarde la raclette, c'est qu'il n'y aura pas une assiette qui ressemblera à celle de son voisin. Si tu as envie de manger végétarien ou carné seulement, eh ben, c'est possible. Tu es autonome dans le choix de la composition de ton assiette. Et on a un peu cette positionnement sur la plateforme de développement. Les développeurs, ils vont pouvoir choisir leurs composants, voilà, leur base de données, leur code qui est déjà bootstrappé, etc. Et puis, ils vont pouvoir choisir leur méthode d'intégration, du messaging, par exemple, du transfert de fichiers ou de l'API management. Et c'est bien le fromage fondu qui fait le liant entre tous ces composants. Et donc, tu parlais de mocking. Si un jour tu me dis, par exemple, j'ai envie d'avoir un peu plus d'esthétique dans mon assiette, d'avoir du fromage orange, voilà, parce que je trouve ça joli, ça apporte de la valeur. Eh ben, je vais te proposer la prochaine fois de la mimolette. Eh ben, le mocking, c'est un peu la mimolette de la plateforme de dev. Donc le mocking, c'est une nouvelle discipline de l'API management où
on passe d'un bouchon statique à des réponses complètement dynamiques. Donc, on lui donne en input deux éléments principaux. Donc, un contrat d'interface avec des exemples de questions, de réponses, et puis des formats de données, et des exemples de tests. Et le mocking va pouvoir, à partir de ces éléments, extrapoler un comportement d'API normal. Donc c'est génial parce que ça permet d'avoir un service d'API, alors peut-être pas aussi performant qu'une véritable API derrière, mais où on n'a pas les contraintes en termes d'infrastructure, de mise en place du réseau, etc. Et ça simplifie grandement, et ça donne de l'autonomie à la fois aux applications consommatrices et aux API. Donc ça rentre complètement dans ma roadmap. 100% de vos API sont moqués aujourd'hui? Non, on en est au début là. D'accord. Vous lancez le chantier. C'est ça. Ok. C'est ça. En fait, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent chez nos clients. C'est vrai que l'autonomisation des développeurs, et c'est pour ça qu'on a intégré ces outils de mocking très très vite dans nos suites logicielles, l'autonomisation des développeurs, le mocking c'est essentiel, mais le mocking ça sert aussi à contrôler ce que les développeurs vont faire. C'est-à-dire que, je m'explique, on a un certain nombre de clients qui utilisent le mocking comme étant un outil pour tester les applications des développeurs externes notamment, avant de le valider, de les tamponner et de leur permettre d'accéder aux données de production. Donc en fait, il y a les deux côtés sur ces outils de mocking qui sont absolument essentiels. C'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment penser dès le départ dans les projets d'APIisation. Et évidemment, et par exemple, mettons un métier qui a une idée d'API, il va d'abord faire le mock, il va vérifier que il y a des opportunités, bon, je vais appeler les opportunités business, et puis lorsque ça suscite l'intérêt, il va engager les coûts pour développer la véritable API derrière. Quitte à avoir un petit peu de traitement manuel au début derrière ce mocking, mais au moins tester l'appétence et l'affordance de ce produit pour les développeurs, pour le marché externe. Ouais, c'est absolument, c'est un truc essentiel. Avant de contractualiser avec une API payante, par exemple, un service payant, on peut le moquer pour voir justement si ça vaut le coup d'engager les coûts. Derrière, donc on a vu sur la première question, le nuage de points, là, les questions qui reviennent beaucoup autour de l'APIisation des systèmes d'information. Il y a la question de la sécurité. On associe de plus en plus la question de la sécurité technique à la question de la souveraineté. C'est quelque chose que l'on voit chez quasiment tous nos clients aujourd'hui. Les lignes géopolitiques sont en train de s'éclaircir ou en tout cas de se contraster de plus en plus. Donc la question de la souveraineté se pose aujourd'hui. C'est pour ça que la question du choix de vos partenaires est importante. Aujourd'hui, on voit de plus en plus des clients qui nous posent la question est-ce que vous êtes bien un partenaire français, européen, parce qu'il y a ce besoin d'autonomie, notamment autour de ce qui va... la question principale qui se pose autour de cette question de souveraineté, c'est la disponibilité des systèmes d'information. On voit que la Cour pénale internationale a eu ses emails bloqués du jour au lendemain par Microsoft, par décision politique, on va dire, et donc c'est quelque chose qui revient de plus en plus. Aujourd'hui, donc on va vous poser une question parce que ça touche la réglementation. On a une réglementation qui s'appelle NIS 2, on va vous poser une question dans la salle. Donc toujours le même code pour scanner. NIS 2, c'est une directive et quel est l'un de ses objectifs majeurs? Est-ce que c'est garantir la cybersec des services essentiels? Est-ce que c'est uniformiser le design des API européens, interdire les clouds américains ou obliger chaque data center à avoir un drapeau européen? On vous laisse répondre et j'espère que les plus rapides vont être au rendez-vous puisque c'est, je crois, la dernière question qu'on va poser, qui compte des points en tout cas. Alors, renforcer la cybersec. Exactement. Qui est le... Ah! Et ben voilà, le changement dans le trio de tête. Lina, Hussein, Vincent. Bon, eh ben écoutez, il fallait être attentif jusqu'au bout. Nous, quand on parle, donc j'ai un petit peu exposé le cadre et l'environnement aujourd'hui autour de ce qui est sécurité et souveraineté. Vous, côté
forcément la Caisse des dépôts. On peut citer le RGPD, c'est un petit peu ancien. On peut citer DORA, qui est aujourd'hui en cours. On a NIS 2, on a la DSP3 qui va certainement vous toucher. On a FIDA qui va peut-être aussi vous toucher. Dans toutes ces réglementations qui vont tourner autour de la sécurité quelque part, quelles sont vos actions prioritaires? Alors nous, de notre côté, donc on a un produit, un socle ancien, donc depuis 2006, depuis 2006 ou 2007, Ouais. on a, Vous avez on est en commencé avec Wordle, constante c'est ça? Ouais. oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Même Beware avant Wordle, BioWare, oui. juste avant. Tu vois, quand je parle de dinosaures, j'avais pas tort, hein. Et après, c'est devenu Wordle. Donc on a on a suivi une feuille de route hein, au gré d'évolution des réglementations. Parce que forcément, en tant qu'acteur de tiers de confiance de l'État, la Caisse des dépôts, hein, pour résumer, c'est ça, on se doit d'être au moins exemplaire sur ces sujets. Et donc, on a les métiers qui font de la veille sur ces questions. À mon niveau, nous, quand on a commencé l'aventure de l'API Management, donc il y a presque 20 ans, il fallait qu'on s'interconnecte il y avait une réforme de la retraite à l'époque, et on devait s'interconnecter avec le registre national commun de la protection sociale à l'époque. Donc c'était une sorte de référentiel. Donc on l'a fait avec ça nous a permis de nous doter de la plateforme d'API Management qui a évolué jusque-là. Et un des critères les plus importants pour nous, ça avait été de pouvoir avoir la totale maîtrise de notre produit à l'époque. On ne parlait pas encore de souveraineté nationale, mais c'était un peu l'idée. Et donc, il fallait qu'on puisse l'installer dans notre SI, qu'on en ait la totale maîtrise, l'usage qui allait bien derrière. Et donc, voilà, on a choisi à l'époque cette solution qui est devenue aujourd'hui Amplify Axway, et on ne l'a jamais regretté. Parce que justement, pour moi, en tant que PO, ça simplifie grandement les choses d'avoir un acteur, comme tu l'as dit, français, non soumis à des aléas géopolitiques. Et dans ma recherche de simplification de mon produit, toujours qui apporte de la valeur, et ben ça, c'est un argument. C'est vrai qu'on a toujours eu cette position chez Axway, enfin cette double position à la fois de développer les produits qui offrent le plus haut niveau de sécurité, puisqu'on est les seuls produits en termes d'API management à être compatibles avec les normes de gradation quasiment militaire, puisqu'on offre la norme Common Criteria EL 4+. Mais surtout, je pense que ce qui est le plus important, c'est qu'on laisse au client le libre arbitre de son déploiement, en fonction d'un certain nombre de règles qui généralement tournent autour des analyses de risque. C'est-à-dire notre client fait une analyse de risque, il a les 4 axes standards, disponibilité, intégrité, confidentialité, preuve de son analyse de risque, et en fonction de ça, il va choisir un déploiement. Si effectivement c'est quelque chose qui est absolument pas risqué, il peut se permettre de le mettre dans le cloud. S'il y a des données sensibles, il va le mettre soit dans un cloud qui est plus souverain, soit dans un cloud privé, soit directement dans une prémisse. Et nous avons la conviction qu'il faut qu'on laisse à nos clients ce choix du déploiement, et c'est pour ça que dans les cœurs sensibles de nos produits, vous aurez toujours la possibilité d'avoir le déploiement en fonction de vos besoins. Est-ce qu'on peut parler un petit peu d'organisation, Jean-Noël, puisque c'est aussi une des questions qui reviennent souvent. Est-ce que vous pouvez partager l'organisation? On sait que quand on est passé de l'API technique à l'API produit, il a fallu revoir des choses. C'est-à-dire que l'API technique, on l'a confié un petit peu dans le fond de la soute à des techos, quelque part. Quand on parle d'API produit, faut engager. Alors, on voit que de plus en plus des API product owners, c'est un nouveau métier qui apparaît. On en voit énormément aujourd'hui chez nos clients. Toi, à la Caisse des dépôts, comment tu as vécu cette évolution d'organisation, on va dire? Alors, donc ça fait 20 ans maintenant que je travaille dans les échanges, dans ce qu'on appelle les médiations, une dizaine d'années dans les API. Et donc, c'était il y a environ 2 ans. J'ai eu carte blanche pour réorganiser justement l'organisation autour de l'API Management. Donc, je m'en suis pas gêné. Et donc, j'ai fait
j'ai refondu tous nos échanges qu'on avait entre nous, équipe de développement de la plateforme Appim, et puis tous nos toute notre partie prenante, tout l'écosystème qu'il y avait autour de nous. Donc ça inclut par exemple l'équipe Ops qui gérait l'exploitation de la PIM. Donc on a fusionné les équipes autour d'une même vision, d'une même feuille de route, d'un même backlog et dans un fonctionnement agile. Donc ça c'était génial parce que ça nous a beaucoup apporté d'intégrer des profils Ops qui n'ont pas forcément l'habitude ils n'ont pas forcément l'habitude de gérer des sprints, de livrer de l'incrémental. Voilà, c'est plutôt de la préparation, de la surveillance, de l'exécution. Voilà. Et donc, on s'est enrichi et on a accéléré les feedbacks presque de la même façon que les flux Est-Ouest dont je vous ai parlé précédemment. On a vraiment pu accélérer les livraisons, les déploiements et notre vélocité. Et autour de l'équipe. Donc ça, c'est l'équipe centrale qui s'occupe, grosso modo, de la marketplace du catalogue au niveau central. C'est ça. Et autour de l'équipe, on a nos parties prenantes. Souvent, ils nous apportent des idées, mais de temps en temps aussi, ils peuvent nous perturber notre fonctionnement avec des sollicitations parfois un peu fortes. Et donc, on a implémenté le pattern nord-sud avec eux. Et notamment, il faut du cadre, il faut de la sécurité pour que le reste de l'équipe, enfin l'équipe Appim, puisse travailler en sécurité, sans interférence. Et donc, on a mis en place des workflows, des processus, de l'autonomie aussi pour nos stakeholders, afin qu'ils puissent justement travailler aussi sans nous. Donc, avec nous et sans nous. Et là, tu parles de stakeholders, enfin de parties prenantes internes avec les épaules, ou externes. Et vous les traitez à peu près de la même manière, au biais de la de l'authentification, qui peut-être pas effectivement complètement identique, mais sinon vous le traitez à peu près pareil. En termes de, alors pour nos clients vraiment immédiats, ce sont les développeurs internes. Donc les développeurs qui vont développer par exemple la plateforme Mon Compte Formation ou la Banque des Territoires. Donc voilà, ça ce sont nos clients. Après il y a les clients de nos clients qui sont un peu plus loin. Donc c'est les consommateurs des applications développées par autres. C'est ça. Et donc ça on aide nos clients à donner les outils aux clients de nos clients. On fait un peu du B2B2C. Ok. Merci Jean-Noël pour toutes ces questions. Je pense que maintenant il est temps de conclure. Qu'est-ce qu'on doit donner comme mots-clés, comme petite phrase Moi j'ai envie de dire sécurité, souveraineté, pensez à des partenaires français, européens qui peuvent vous accompagner. Ça c'est effectivement essentiel. Sécurité, regardez les normes de sécurité. Qu'est-ce qu'on peut donner encore comme, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps, comme mot-clé pour conclure ce retour d'expérience? Alors, moi, je pense que vraiment, si j'ai un message que je porte, c'est vraiment la simplification est porteuse de valeur. On aura beau rajouter des couches d'abstraction, multiplier les features, etc. Si c'est trop compliqué, si c'est compliqué à utiliser et à concevoir, eh ben, à mon avis, on fait fausse route. Ce matin, ma fille m'a fait un cadeau. Elle m'a dit, papa, je vais t'encourager pour la première intervention que tu fais devant le public. Donc elle m'a fait ce petit dessin. Et c'est génial, ce petit dessin, c'est un vrai mandala. Je ne sais pas si vous le voyez tous. En un coup d'œil, on sait de quoi il s'agit. L'amour de ma petite fille de 4 ans pour son papa. Et si on pouvait
garder cette simplicité de représentation quand on parle d'API, quand on n'a pas parlé d'intelligence artificielle, mais si on pouvait On en parlera l'année prochaine. l'année prochaine, si on pouvait Ouais. garder ça, je pense que il y aurait beaucoup d'adoption, et ça donnerait beaucoup de valeur à nos produits. Voilà. Merci Jean-Noël. Mais effectivement, je pense que l'année prochaine, on pourra peut-être parler de l'adoption de l'IA à la Caisse des dépôts et je serais ravi de t'y retrouver puisque ça va poser des nouveaux challenges et des nouveaux problèmes de simplification. Mais peut-être que l'IA nous aidera à simplifier. Est-ce qu'on peut prendre quelques questions si on a des questions dans la salle? Alors soit, enfin, plutôt pour Jean-Noël parce que vous avez un retour d'expérience vrai de vrai là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle là? N'hésitez pas. Bonjour, Bonjour. merci pour la présentation. Par rapport à votre tour d'expérience, comment vous gérez le catalogue en fait en interne chez vous? Est-ce que vous le faites déjà avec votre solution d'APIM, Axway, ou est-ce que vous proposez quelque chose de global, ou alors c'est directement vos clients internes qui gèrent leur propre catalogue? Donc je vais parler pour nous. En fait, c'est vrai que alors on l'intègre nous dans la plateforme de développement. C'est-à-dire, voilà, les utilisateurs, nos clients, ils sont clients des API, mais ils sont aussi clients d'autres composants, par exemple d'Angular, de StackELK, etc. Donc, on a utilisé pour le coup les API fournis par l'API Manager pour extraire les données et pouvoir les intégrer dans cette plateforme de développeurs. Comme ça, nos clients, les développeurs, qui sont au niveau de la développeur expérience, ils ont accès à tous leurs composants et ils peuvent les manager comme ça. C'est vrai que l'API Manager offre un catalogue, enfin qui maintenant est avec Engage, une véritable marketplace, mais tout est ouvert sous forme d'API et on a certains de nos clients qui reprennent juste les API pour reconcevoir une interface de consommation et d'exposition de ces services. Ça nous pose aucun problème. De l'autonomie, on profite Voilà. de l'autonomie. L'autonomie de nos clients, le choix de nos clients, c'est ce qui est le plus important avec la sécurité. Il me reste à te remercier, Jean-Noël, pour ce retour d'expérience. N'hésitez pas à passer sur le stand, on va pouvoir continuer à discuter de tous vos projets. Et puis pour les 3 vainqueurs, hein, je pense qu'il faut soit venir me voir, soit venir voir Nathaniel. Venez sur le stand, ça sera plus simple, stand Axway, et on vous donnera les cadeaux. Merci de votre attention et merci Jean-Noël. À l'année prochaine.